ne faut pas longtemps aux voyageurs qui traversent Nancy pour s'apercevoir de la beauté de son architecture. Nancy, ville des métiers d'art, est l'une des plus belles villes du nord-est de la France. C'est ici le point de départ du GR 534, le sentier de randonnée créé et balisé par le club vosgien. Il relie la place Stanislas de Nancy jusqu'à la place Kléber de Strasbourg, soit 271 km. Les randonneurs l'appellent le Stanislas Kléber. Nous vous invitons à nous suivre sur ce sentier où nous avons rencontré des personnages attachants, traversé des paysages magnifiques, parfois insolites, mais tous chargés d'histoire. Pour notre départ de Nancy, la place Stanislas, ainsi nommée à la mémoire du duc de Lorraine, s'est habillée d'un magnifique jardin éphémère. L'hôtel de ville et les bâtiments qui l'entourent ont la particularité d'être reliés les uns aux autres par les magnifiques grilles de Jean Lamour. Cette place fait partie d'un ensemble urbain classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En la traversant, on comprend la fierté des Nancéens qui l'ont surnommée la plus belle place du monde. Nous sortons de la ville et le GR 534 nous emmène dans la campagne lorraine. Nous faisons une première halte dans un petit village du Lunévillois, à Gondrexon, afin de rencontrer Sonia, copropriétaire de la ferme du porc qui dort. Sous ce nom évocateur, Sonia et Thierry font partie de ces jeunes éleveurs qui, par goût des traditions, ont décidé de pratiquer un élevage extensif et respectueux. Ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était le cochon, faire de l'élevage de cochon, quoi. C'est un animal qui est hyper attachant et avec lequel j'ai toujours voulu travailler. Donc, on a choisi de travailler avec le porc gascon. Donc, c'est une race du sud-ouest, c'est un porc rustique et qui est élevé en plein air. Donc, en Lorraine, c'est assez rare d'élever les porcs en plein air. C'est un porc qui a une croissance qui est très lente, donc la viande a le temps de se faire. Et donc nous, on les abat à partir de l'âge de 1 an, ce qui nous donne une viande plus grasse, certes, mais qui a plus de goût et en fait qui est beaucoup plus rouge. Ça plaît ? Oui, ça plaît vraiment bien. En fait, souvent, donc soit les gens nous disent « Oh, c'est vraiment le porc que faisait ma grand-mère » ou alors « Tiens, le porc a du goût ». Alors, donc on transforme tout à la ferme. J'ai un laboratoire agréé par les services vétérinaires. Et donc je découpe et puis je transforme en charcuterie, pièces viande fraîche, que je vends sur les marchés. C'est exclusivement des marchés de producteurs. Blé, orge, céréales, herbes et pâturage, c'est le menu quotidien des cochons de Sonia. À la ferme du porc qui dort, on cultive des dizaines d'hectares uniquement destinés à nourrir tout ce petit monde. Une chose est sûre, ces cochons-là, ils ne mangeront jamais de soja. J'ai pour projet d'être ferme pédagogique. Donc pour l'instant, je reçois un petit peu de classe, mais je voudrais développer cette activité-là. Justement, moi, ce qui m'a fait être agricultrice, c'est être en contact avec les animaux. J'ai une certaine idée en fait de l'élevage et j'ai envie de la faire partager, quoi. Donc de partager mes valeurs. Et donc pour ça, il y a les marchés, il y a la rencontre avec le consommateur, mais il y a aussi tout l'aspect pédagogique qu'on peut avoir avec les enfants, quoi. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est les consommateurs de demain et c'est les citoyens de demain. Donc c'est bien qu'ils aient un autre regard sur l'agriculture que ce qu'on peut leur montrer habituellement, quoi. Oui, arrête un peu, garçon. Nos sacs à dos remplis des spécialités de Sonia, nous reprenons le GR 534. Les éoliennes qui bordent le chemin semblent nous dire au revoir tandis que nous prenons la direction de la Moselle. Nous gagnons le plateau lorrain et là commence la forêt. C'est sûr, nous sommes maintenant dans les Vosges du Nord. Le Stanislas Kléber passe par Saint-Quirin. Presque une évidence, car ce village organise chaque année le Festival international de la randonnée qui attire des milliers de marcheurs durant 3 jours. Nous faisons un bout de chemin avec les membres du club vosgien qui eux aussi suivent le parcours jusqu'à Strasbourg. Et au bout d'un sentier, nous arrivons à la mystérieuse Haute-Chapelle qui domine Saint-Quirin. Là, Roland, randonneur et historien amateur, qui connaît parfaitement ce lieu chargé d'histoire et de croyances, nous raconte ses origines. Nous sommes ici sur la colline qui domine donc le village de Saint-Quirin. C'est ici que tout a commencé. Lorsque sont arrivés en 1050 les reliques d'un saint
qui s'appelait Quirin. Ces reliques ont été déposées dans cette chapelle. En l'an 132, quand le tribun Quirin vit dans les prisons de Rome le pape Alexandre faire des miracles et même guérir sa propre fille, il fut bouleversé et se convertit au christianisme. Il fut alors arrêté, martyrisé et exécuté sans jamais renier sa foi. Quelques dizaines d'années plus tard, Quirin fut canonisé. Il devint saint. Saint Quirin aurait-il hérité du pouvoir de guérison du pape Alexandre? Depuis plus de 9 siècles, ces reliques sont précieusement gardées dans le prieuré et elles sont vénérées. D'après la légende, elles auraient des pouvoirs. Il faut dire que Saint Quirin a toujours eu la renommée d'être un saint guérisseur. Et notamment, il guérissait une maladie, les écrouelles. Les écrouelles qui sont une maladie des ganglions du cou, tout simplement en appliquant sur les plaies une ou plusieurs feuilles de chêne trempées précédemment dans l'eau de la source de Saint Quirin. Les gens viennent aujourd'hui s'asperger d'eau lorsqu'ils veulent guérir d'une maladie. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui cette fontaine la fontaine miraculeuse. Notre prochaine étape sera le rocher de Dabo. Mais impossible de s'y rendre sans aller visiter les 2 dernières maisons troglodytes de Ellert, logées dans le rocher de grès rose au sommet du Falkenfels. En 1872, 38 personnes vivaient en marge de la société dans ces maisons. Et c'est en 1894 que l'administration prussienne les fit dynamiter, obligeant ainsi les habitants à résider dans les villages de la vallée. 2 maisonnettes ont été soigneusement restaurées à l'identique. Les derniers à y avoir vécu jusqu'en 1913 étaient un ermite Himbert, très croyant, et ses voisins, un homme, le Felsen-Martin, et sa femme, la Felsekat. En les visitant, on peut facilement imaginer le mode de vie austère des habitants de l'époque. Ce lieu insolite nous offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Zorn et le rocher de Dabo. À son sommet, la chapelle Saint-Léon, construite sur les vestiges d'un château médiéval, est un hommage au pape Léon IX qui serait né à Dabo. Mais autre chose au pied du rocher nous intéresse. Le village de Dabo, où vit Charles, un artisan et artiste hors du commun. Ce que j'ai fait devant vous, on appelle ça de la gravure. Maintenant, il y a largement plus compliqué à faire. Là, je vous ai montré quelque chose qui va relativement assez vite. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut quand même compter une dizaine d'années de pratique pour être autonome. Il n'y a aucune école en France. Chez nous, c'est familial. Mon père était formé à Valéristal, enfin notre père, parce que nous sommes quand même à 7 enfants. Et tous les 7 savaient graver à l'époque. Chacun à sa manière, chacun à son style. Donc là, il n'y a jamais eu d'école. Et il y a largement plus compliqué à faire. Si je vous montre quelque chose comme ça, donc vous voyez, les animaux, les détails et tout ça, il faut travailler des meules qui ont moins de 2 cm environ de diamètre pour être très très précis, mais il faut compter quand même quelques heures de travail pour réaliser un article comme ça. Même si le savoir-faire familial est transmis de père en fils, Charles a tout de même étudié le métier. Il a dans sa poche les diplômes de tailleur-graveur sur verre et sur cristal. Fort de 25 ans d'expérience, ses créations n'ont de limite que celle de son imagination. Je pense que le plus difficile dans notre métier, c'est de toujours trouver des nouveautés. Alors ça, c'est une création point de vue travail. Ce qu'on a rajouté après le polissage, donc entre autres ici le feuillage de l'arbre, nous tournons le vase, le tout va refléter dans les boules en couleur. Même si les créations de Charles ont beaucoup de succès, il ne reste plus qu'une vingtaine de tailleurs-graveurs sur verre en France. Selon Charles, les écoles se remplissent à nouveau et l'on devrait pouvoir admirer bientôt les œuvres d'une nouvelle génération. Sous un magnifique coucher de soleil sur les Vosges, nous arrivons en Alsace, à Wangenbourg, situé au cœur de ce que l'on nomme la Petite Suisse. Nous avons décidé de passer la nuit dans l'un des nombreux gîtes de ce haut lieu touristique.
Tout comme ses clients attablés, l'équipe apprécie aussi l'accueil et la générosité de la cuisine alsacienne traditionnelle. Soupe de potimarron, bouchée à la reine et copieux dessert. Un menu que nous digérons au bord de la piscine chauffée du gîte avant de regagner nos chambres. Ce matin, accompagnés par les randonneurs du club vosgien, nous reprenons le Stanislas Kleber. Nous prenons la direction de Wasselonne, plus exactement du Krontal, une ancienne carrière de grès rose d'où ont été extraites les pierres pour la construction de la cathédrale de Strasbourg. Ce lieu est devenu un terrain de jeu très prisé pour les férus d'escalade de la région. Par cette belle journée, la falaise est prise d'assaut. Thibaut, professeur d'escalade, est un peu chez lui ici. Il connaît toutes les voies de la falaise. Presque toute l'année, on peut le rencontrer et profiter de sa connaissance du Krontal. C'est une des plus grandes falaises d'Alsace, qui se situe finalement très près de Strasbourg, donc qui est accessible facilement. Moi, en tant que professionnel, je l'utilise assez régulièrement avec des groupes, parce que ça permet aux jeunes qui sont en cité ou qui n'ont pas toujours accès à la nature, d'accéder facilement à la nature, de découvrir l'escalade d'une très belle façon. En plus, c'est du grès, donc c'est une belle roche, c'est une roche assez particulière qu'on trouve qu'en Alsace. Sur les niveaux d'escalade qui vont de 3 à 9, ici on a des voies qui commencent du 5 et qui vont jusqu'au 9, qui vont nous permettre quand même d'avoir un niveau quand même assez élevé sur les grimpeurs qui viennent ici. Ça reste dans la région un spot bien connu. Et régulièrement on fait des actions pour nettoyer les sites qui sont abîmés, qui sont salis, et on fait au mieux pour limiter des traces un peu blanches qu'on pourrait laisser nous-mêmes. Et chaque fois il y a des collectifs de grimpeurs qui pensent à trouver des solutions pour limiter notre impact sur la nature et préserver notre terrain de jeu le plus entier possible. Le Krontal est devenu un spot européen incontournable pour les amateurs d'escalade. Et on vient de partout pour s'y mesurer. Nous reprenons le sentier et traversons les premières vignes de la route des vins qui surplombe Marlenheim. Mais ce qui nous amène ici, c'est un restaurant, le Cerf, un passage obligé pour les gastronomes. Le Cerf est devenu une institution familiale reconnue comme étant l'une des meilleures tables de la région strasbourgeoise. Dans ces lieux qui ont vu passer un grand nombre de célébrités et de têtes couronnées, Michel Huser, chef étoilé, et la 4e génération a continué à écrire l'histoire, commencée par son arrière-grand-père en 1930. On a eu quelques hommes d'État, notamment le plus connu en Alsace, le père de l'Europe, c'était Jean Monnet, qui était même un ami personnel à mon arrière-grand-père. Et dans cette salle où nous sommes, avant c'était une petite salle à manger, et je pense qu'il y a eu des petites discussions politiques au sujet de l'Europe qui se sont déroulées ici. Bon, c'était jamais officiel, mais officieux. Et puis d'ailleurs, Jean Monnet même habitait dans la maison privée à mon arrière-grand-père. J'ai eu la chance d'aller au Japon, en Asie, en Amérique, et j'ai toujours eu la curiosité d'étudier leur cuisine. Et puis, ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a donné d'autres goûts, ça m'a donné d'autres idées. Et donc, en revenant ici, je me suis toujours dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est garder quand même l'identité alsacienne, parce que c'est très important. Je retravaille des vieilles recettes, mais au goût du jour. Rester fidèle au terroir alsacien tout en innovant. Justement, aujourd'hui, Michel nous a préparé une surprise, un cours particulier. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une recette assez représentative de la maison, qui allie à la fois le terroir, la modernité et puis l'ouverture, on va dire. C'est des huîtres gratinées à la choucroute. Il nous faut évidemment de la choucroute, il nous faut des huîtres. Alors moi j'aime bien les marraines, les spéciales d'Oléron. Un peu de crème fouettée, des échalotes, du vin blanc. Bien. Donc on met juste un petit peu de choucroute dans le fond. Alors on peut très bien utiliser la coquille. Comme
C'est juste un peu. Hein. Donc on prend nos huîtres, on les met dessus. Voilà. Donc l'huître, on n'a pas besoin de la cuire, hein, elle est crue. Donc la réduction a été faite. J'ai rajouté un petit peu de roux, qui est un mélange de farine et de beurre. D'accord, ça donne ce qu'on appelle un petit velouté. Donc dans ce velouté, on va rajouter la crème fouettée, qui va donner de la légèreté, et un petit sabayon, qui est un mélange donc d'œufs, de jaune d'œuf battu, ce qui va nous permettre de gratiner nos huîtres. On mélange les deux. Et avec une cuillère, on va donc napper nos huîtres avec ce mélange. Il faut que le mélange soit relativement épais pour qu'il gratine bien. Donc là, je vais aller vers ce qu'on appelle une salamandre. En fait, c'est un gris qui va nous permettre de gratiner l'huître et de lui donner une couleur un peu dorée. Le gratin se forme, l'huître cuit en même temps. Et on va pouvoir juste procéder au dressage. Moi, je prends les doigts parce que j'ai l'habitude de la chaleur, parce qu'elles sont chaudes là. Mais sinon, vous prenez une cuillère, donc on dispose ça sur les algues. Voilà, donc là, on va décorer encore l'assiette avec des fleurs de capucine que j'ai cueillies dans le jardin ce matin. Tout est comestible dans la capucine. Il y a le bouton qu'on peut transformer en capre au vinaigre. Il y a les feuilles en printemps qui sont très bonnes, qui sont un peu poivrées. Et la fleur, de toute façon, les fleurs sont comestibles. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. C'est avec cette surprenante et délicieuse recette en poche que nous reprenons notre chemin. Nous laissons nos amis randonneurs sur le Stanislas Kléber pour nous rendre tout près, à Molsheim. Et là, nous nous rendons à la Fondation Bugatti afin de visiter le musée du même nom et admirer avec nostalgie ces véhicules témoins du passé. En 1909, Ettore Bugatti et sa famille s'installent à Molsheim. Pionnier dans l'industrie de l'automobile, il construira dans ses usines les plus belles voitures luxueuses et sportives, considérées aujourd'hui encore comme des œuvres d'art. Mais le design n'est pas la seule raison du succès de ces autos. Bugatti est dépositaire de plus de 1000 inventions brevetées en mécanique. Actuellement, les voitures Bugatti sont toujours fabriquées à Molsheim. L'homme qui aimait dire « rien n'est trop beau, rien n'est trop cher » a associé son nom à jamais à la commune de Molsheim. Le GR 534 nous conduit à présent dans le vignoble de la Couronne d'Or. À l'ouest de Strasbourg, le long des Vosges, un ruban de collines couvertes de vignobles s'offre à nous. Voilà les terroirs de la Couronne d'Or. Elle réunit 19 communes qui élèvent des Riesling, des Sylvaner, des Pinots noirs, des Pinots blancs et bien d'autres avec le même respect des traditions. D'ailleurs, 4 d'entre eux sont classés Grand Cru. Et là, nous découvrons Scharrar-Bergheim, situé au pied des vignes. Au cœur de ce village viticole, un restaurant pas comme les autres. Son propriétaire, Daniel, fils de vigneron, connaît bien la vigne. Mais il a aménagé dans une partie de son restaurant de quoi brasser sa propre bière. Mes parents, ils étaient déjà vignerons. Mon grand-père était vigneron et donc j'ai déjà fait du pinot blanc et du riesling. Et puis un beau jour, on m'a dit, il faudrait pas, tu peux pas être dans les vignes et au restaurant. Et donc on a recommencé à faire de la bière au milieu du vignoble, si on peut dire. Donc c'est de la bière non filtrée, non pasteurisée. C'est une bière fraîche, voilà, vendue sur place.
C'est une bière par infusion. Donc on met le malt qu'on cassait, on met de l'eau, on l'infuse pendant 2 heures, 2 heures et demie, et après donc on le filtre. On reprend dans la première cuve et c'est là qu'on houblonne. Donc on le cuit à peu près pendant 1 heure et demie et c'est cuit avec du houblon entier et frais. Donc il y a une fermentation d'1 semaine et donc on laisse encore reposer 2-3 jours et après on a notre bière fraîche. Donc la renommée est faite par plutôt la bière et puis la tarte lambée, ça suit. Daniel a créé la bière de Charard. Au miel, à la pêche, à la châtaigne, bière d'été, bière de Noël, il est constamment à la recherche de nouvelles saveurs. Mais dans son restaurant, les plats sont typiquement alsaciens et toujours servis en costume traditionnel. Et c'est ça qui plaît. Une autre curiosité nous emmène à Avolsheim. Éloigné de la commune, au bout d'une longue allée, entourée de champs, se dresse l'église Saint-Pierre, appelée plus communément le Dompeter. On sait qu'elle a été consacrée par le pape alsacien Léon IX entre 1049 et 1053, alors que la légende la ferait remonter à la fin de l'Empire romain ou au 1er siècle de la chrétienté. Elle serait donc la plus vieille église d'Alsace. En la visitant, on peut constater que le temps a oublié cette petite église. Le Stanislas Kléber rejoint maintenant la rivière la Bruche, dont une partie est détournée pour alimenter le canal de la Bruche. Un canal qui relie les carrières de Soultz-les-Bains à Strasbourg. À la demande de Louis XIV, l'ingénieur et architecte Vauban entreprend ce chantier de canalisation. Long de 20 km et parsemé de 11 écluses, le canal servira à transporter les pierres des Vosges pour les fortifications de Strasbourg. En 1682, le canal est opérationnel. Vauban n'aura mis qu'1 an pour réaliser ce projet titanesque. Jusqu'en 1939, le canal servira au transport de marchandises vers Strasbourg. Le canal de la Bruche est aujourd'hui emprunté uniquement par les barques des pêcheurs ou canoëistes en balade. Nous embarquons avec Alain, président du club de canoë de Molsheim. Chaque été, il organise des sorties à la découverte de la Bruche et de sa biodiversité. C'est une balade qui se fait au fil de l'eau, donc on embarque en endroit et on est obligé d'aller au point d'arrivée, et ce qui nous permet de vraiment décompresser et vraiment être en communication avec la nature. On sensibilise les enfants au respect de la nature, au respect de l'autre, puis il y a une partie pédagogique qui sert le maniement du bateau. Donc on fait découverte de la faune et de la flore. On va retrouver des martins pêcheurs, des cingles plongeurs et du héron cendré, plus tout ce qui est canard, oie. On apprend à reconnaître les plantes invasives ou envahissantes de la région, type renouée du Japon ou balsamine de l'Himalaya. Et on les sensibilise justement à tout ce qui est propreté au niveau de l'eau, au niveau des détritus qu'on ramasse et nettoyer un petit peu notre lieu de vie, quoi. Le long de la Bruche, Alain est un peu comme le gardien de la nature. Ses initiatives sont relayées depuis 30 ans et les résultats sont maintenant visibles. On a remarqué qu'il y a la renoncule d'eau qui repousse au niveau de Molsheim, que ça faisait, moi je n'avais jamais vu depuis 30 ans, il n'y avait jamais eu de renoncule d'eau. Maintenant, depuis 3-4 ans, on arrive à avoir de la renoncule d'eau, donc c'est la propreté de l'eau qui a permis qu'elle revienne. C'est un dépaysement, on n'est pas obligé de quitter sa région ou de quitter la France pour avoir vraiment des sensations et de voir que la nature est vraiment belle, surtout quand elle est située au bord de l'eau. Notre balade sur l'eau nous emmène jusqu'à Ergersheim. Là, Alain nous dépose devant le restaurant au canal,
qui sera notre dernière étape. Ce restaurant, créé à l'époque des bateliers, était le dernier lieu où l'on pouvait boire et manger avant de rejoindre Strasbourg. Depuis, la piste cyclable qui longe le canal amène surtout une clientèle faite de cyclistes, de promeneurs et de randonneurs. D'après Frédéric, son aïeul aurait ouvert ce restaurant avant 1881. Ce jeune cuisinier a naturellement repris le flambeau et perpétue une longue tradition familiale. On continue toujours à faire notre tarte flambée dont la recette est toujours la même, celle qu'avait créée mon père. Moi, j'ai voulu apporter une petite touche, trouver des techniques de grande maison qu'on pouvait adapter à des produits un peu plus simples. Après avoir fait son tour de France et travaillé dans les plus grands restaurants, Frédéric a ramené un savoir-faire et autres spécialités qu'il ajoute à la cuisine de ses aïeux. Là, pour le poisson, j'ai été très inspiré par mon passage dans le sud de la France, d'alléger mes sauces, de ne pas utiliser de beurre dans la confection de mes sauces, uniquement une crème label rouge, plus digeste. Le but ici, c'est de durer et de transmettre. Quelque part, je suis la 6e génération en espérant pouvoir transmettre le restaurant à la 7e. Ça, je le dis souvent, le restaurant ne m'appartient pas vraiment. On me le donne un temps donné pour que je le redonne, si possible mieux, en meilleur état et en état de marche à la génération d'après. C'est ça le but. À voir le succès de Frédéric, ses aïeux peuvent être tranquilles. L'héritage est entre de bonnes mains. Nous reprenons une dernière fois le GR 534, mais à vélo cette fois. Cette piste cyclable très fréquentée et longue de 18 km permet aux Strasbourgeois de s'échapper de la ville. Nous arrivons au barrage Vauban, construit en grès rose des Vosges, et nous rentrons dans Strasbourg, capitale de l'Alsace et carrefour de l'Europe. Nous nous mêlons aux touristes qui flânent dans la Petite France, le plus vieux quartier de Strasbourg, bordé par une charmante rivière, l'Ill. Puis nous découvrons la place Kléber, située au cœur même de la ville et qui est aussi le terminus de notre GR 534. Notre aventure prend fin ici. Cette place, dédiée au général strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber, renferme son cercueil. Un hommage à un général qui, avant de mourir, eut plus de gloire que Bonaparte.